Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. S'il y a quelque chose dont on finalement qu'on pourrait conseiller, c'est aux personnes, c'est véritablement d'anticiper, c'est-à-dire de se dire je suis sur la fin de mon existence, et puis il peut aussi y avoir des maladies qui surviennent, et après mon décès, il va se jouer des choses. Comment je peux, en anticipant finalement, limiter au maximum, prévenir certains conflits qui peuvent avoir lieu. On se sent un peu ému quand même. Oui, bah forcément. C'est Puis déjà, c'est un décès qui est arrivé il y a peu de temps. bien sûr. La situation avec ma sœur, c'est pas quelque chose non plus qui est plaisant. Bien sûr. Donc forcément, quand on reparle de ces choses-là, on est forcément ému. Forcément. Je leur dis tout le temps, comment ça se passe ? Demain, tout s'arrête. Qui reprend ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quasiment les statuts ont été rédigés en ce sens ? Est-ce que, entre guillemets, vos proches ont la connaissance peut-être potentiellement d'un testament ou d'un pacte d'associés ? Qui sont vos actionnaires ? Et quelles sont les décisions qui ont été encadrées dans tout ça ? Et alors là, je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs qu'il n'existe jusqu'à présent aucune étude scientifique qui dit que parler de la mort précipite sa propre mort. Donc, vraiment, c'est une invitation à en parler, à lever, puisqu'on est ici au funérailles des tabous, à lever ce tabou en famille. J'invite vraiment, parlez-en, parlons de notre mort, de notre finitude. Et donc, parlons-en parce qu'il vaut mieux, on le voit bien, anticiper ces situations-là plutôt que de ne pas en parler et de laisser aux héritiers la charge très lourde de devoir s'auto-gérer un héritage qui parfois porte le poids de plusieurs générations au-dessus. Et c'est, je pense, ce qui amène autant de pression et autant de guerres d'ego et donc autant de conflits autour de la question des indivisions et du partage. Donc, anticiper, c'est prévenir ce genre de choses. Chers membres de la famille des funérailles, bonjour. Quand on parle d'héritage, on pense patrimoine, maison, terrain. Mais derrière les murs et les papiers, il y a des familles qui se déchirent. Parce qu'au fond, le vrai problème de l'héritage, c'est l'ego. Pourquoi nos familles préfèrent parfois tout bloquer plutôt que transmettre ? Pourquoi, en Outre-mer comme en Afrique, tant de biens restent coincés en indivision depuis des générations ? Et surtout, comment sortir de ce cercle qui détruit plus qu'il ne construit ? Ce dimanche, nous recevons Charles Nebo, fondateur de la société Oprea, qui accompagne les familles dans leur succession et défend une nouvelle pédagogie de la transmission. Nous avons aussi Ivanedge Chapelle, qui viendra témoigner de son expérience personnelle avec un héritage devenu un champ de bataille. Ce sera une plongée directe dans l'histoire de nos familles, nos conflits, nos réparations. Et parce que parler d'argent et de transmission, c'est aussi parler d'enrichissement collectif, voire même individuel, je vous rappelle que dans moins d'une semaine aura lieu l'événement Les Piliers de l'Enrichissement. Vous savez, le séminaire que nous organisons. Un rendez-vous unique pour apprendre à bâtir, investir, transmettre autrement. Les inscriptions sont encore ouvertes, mais les places partent vite, alors dépêchez-vous, ne ratez pas cette opportunité. Bienvenue dans les funérailles des tabous, là où on enterre les silences et où on prépare l'avenir. Dans nos familles, il y a des héritages qu'on reçoit et d'autres qu'on subit. Des biens qu'on se dispute, des silences qui s'accumulent, des conflits qui parfois explosent des années après la mort d'un proche. Dans les territoires d'outre-mer comme en Afrique, l'indivision, cette situation où un bien reste partagé entre plusieurs héritiers sans être réparti, est devenue l'un des plus grands pièges du patrimoine familial. Un terrain hérité devient une guerre de clans. Une maison devient un champ de bataille. Et souvent, ce ne sont pas les papiers qui manquent, mais la parole, la confiance et l'anticipation. Pourquoi tant de familles restent bloquées dans des dossiers successoraux interminables ? Et surtout, comment réparer aujourd'hui ce qui s'est transmis sans être préparé ? Car l'héritage, ce n'est pas seulement une histoire de biens, c'est une histoire de mémoire, de relations brisées, de blessures non dites. Parfois, ce qu'il faut partager n'est pas un terrain, mais un pardon. Pour explorer cette question cruciale de la réparation familiale, je suis accompagné aujourd'hui de deux de mes chroniqueurs que j'adore, engagés aussi, Jessica William, psychiatre et experte des mémoires transgénérationnelles,
Bonjour Jessica. Bonjour à tous. Donc, docteur William Jessica, médecin psychiatre engagé sur la question de la restauration psychique des personnes ancestralement concernées par l'esclavage et la colonisation. Je suis ravie d'être sur ce plateau. Et Jessica nous aidera à comprendre comment les traumatismes se transmettent, comment les mots manquent. Et je suis aussi avec Christian Kamschweng, entrepreneur et écrivain, dont le travail interroge les mémoires familiales, l'identité et la manière dont nos récits personnels influencent nos choix, nos conflits. Bonjour Christian. Bonjour, oui, écrivain et entrepreneur, ravi d'être là pour ce sujet qui me touche tout particulièrement. Et nos deux invités du jour portent chacun à leur manière un morceau de cette vérité trop longtemps étouffée. Nous sommes avec Charles Nebo, entrepreneur originaire de Marie-Galante, fondateur d'Oprea, une plateforme d'accompagnement aux successions. Il nous parlera de blocage juridique, mais aussi émotionnel et culturel. Bonsoir, bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. En tout cas, merci d'être avec nous, Charles. Merci surtout de me recevoir. Bon. Alors, nous sommes aussi avec une autre invitée qui va nous faire un témoignage pour le coup sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle est. Elle s'appelle Ivanedge Chapelle. Elle est née en Guyane. Aujourd'hui, elle est confrontée à une succession tendue et dispersée entre la Guadeloupe, la France et le Canada. Son témoignage est celui d'une femme qui veut comprendre, récupérer et reconstruire l'héritage d'un père qu'on n'a pas forcément su protéger. Bonsoir Ivanedge. Bonsoir. Ou bonjour. Oui. Merci en tout cas d'être parmi nous sur ce plateau et de venir témoigner tous les deux, de venir nous éclairer sur cette thématique qui est très importante. Alors, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, on parle de patrimoine, mais surtout de réparations invisibles, de familles éclatées et d'histoires qu'on doit reprendre à la racine pour pouvoir transmettre sans détruire. Préparer sa succession, c'est préparer la paix, et refuser de la faire, c'est parfois signer sa guerre. Bienvenue dans les funérailles des tabous. On ne règle pas les héritages avec des enveloppes. On les règle en allant au cœur des vérités. Alors pour commencer, je vais m'adresser à ma chroniqueuse Jessica William. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur... on va repartir dans le passé si tu veux bien, sur tout ce qui est blessure intergénérationnelle, parce que derrière ces héritages, j'ai l'impression qu'il y a quand même des origines, il y a quelque chose qui... Après, parfois, des héritages peuvent se passer de façon claire et simple, mais Charles Nebo, qui est là, va nous en parler. Est-ce que toi, tu peux nous remettre un peu sur ces origines? Qu'est-ce qui se passe à l'origine de ces conflits d'héritage? Pourquoi? Alors déjà, ce qu'on constate, c'est que les Antilles sont particulièrement touchées par ces questions de conflits familiaux au moment de la question des successions. Ça renvoie à des notions très particulières qui touchent donc les sociétés qui se sont construites dans le contexte de l'esclavage, de la colonisation. Et on verra comment, au fur et à mesure du développement du sujet, on va pouvoir faire des liens effectivement avec l'histoire pour essayer de comprendre ce qui se joue à ce moment particulier de l'histoire d'une famille. Et ce dont on a parlé en préparant cette émission, c'est qu'effectivement, il y a déjà le rapport à la terre. Le rapport à la terre qui parfois a du mal à se diviser, se répartir, puisque en Afrique effectivement il y a cette notion de posséder familialement un point d'ancrage, une terre qui fait référence à une lignée, qui fait référence à une histoire, et dont on n'a pas culturellement l'habitude de se séparer à travers une division entre les héritiers. Et donc c'est comment finalement un modèle occidental de transmission a peut-être du mal à trouver sa place sur un modèle qui en fait appartient à une autre culture, qui est plutôt la répartition de l'héritage dans un contexte tel qu'on le connaît sur le continent africain. Donc on verra peut-être à ce niveau-là il y a des difficultés. Et puis au cours de l'histoire, la question aussi du fait que le peuple afrodescendant qui s'est construit au sein des petites îles des Antilles a connu une entière dépossession. C'est-à-dire qu'il y avait quand même l'interdiction de posséder pendant plus de plusieurs siècles de domination esclavagiste. Et donc, la question de la possession, elle est finalement toute récente auprès de nos populations. Et donc, forcément, ça amène des enjeux d'ego en lien avec ce qu'on peut posséder, ce qu'on peut répartir. Donc, on verra effectivement. Ok. Alors, Charles Nebo, merci d'être avec nous encore une fois. Est-ce que ce problème de transmission d'héritage est particulier à la
communauté afrodescendante ou est-ce que c'est répandu partout ou est-ce que c'est bien plus présent chez nous? On va dire malheureusement la communication a été tout le temps portée sur les outre-mer parce qu'on considère qu'aujourd'hui sur les départements et territoires d'outre-mer, on a un gros problème de communication, un gros problème de foncier, un gros problème quasiment d'indivision de succession. Au final, en travaillant sur ce sujet, je me suis aperçu que c'est des problématiques qui touchent réellement tout le monde. Quasiment toutes les communautés. Okay. Malheureusement, la communication a fait que on met toujours en lumière, dès qu'on parle de problématiques d'indivision et de succession, on met souvent en lumière l'outre-mer. Après, il y a une raison, parce qu'il y a une vérité, c'est qu'on évoque, c'est qu'il y a une notion de culture, de la culture patrimoniale, l'éducation financière, qui est effectivement un petit peu moins présente sur certains sujets. Donc, on met en lumière beaucoup de fois les problèmes d'indivision, mais ces sujets, on le retrouve, je dirais, dans différentes communautés. Et malheureusement, il y a certaines communautés qui ont eu l'accès à l'information, et c'est une réalité, pour anticiper, créer du patrimoine, le développer, également le transmettre. Nous, aujourd'hui, on a également ce petit temps de retard. On a du patrimoine qu'on n'a pas su créer, qu'on a hérité, qu'aujourd'hui, qu'on ne sait pas forcément bien développer et encore moins transmettre et comprendre quasiment les outils qui sont à notre disposition. Et c'est là, malheureusement, se trouve le problème. C'est une question vraiment de communication et à l'accès à l'information sur ces sujets. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, la transmission, les difficultés de transmission de patrimoine s'appliquent partout, dans toutes les communautés. On ne peut pas forcément dire que ce soit uniquement chez nous, mais c'est très présent quand même. C'est très présent. Après, la culture même de la transmission, et des fois, est différente selon les communautés, selon les pays. Et dans certains pays, selon les ethnies également. C'est très vaste en termes de transmission. C'est important de pas se dire on voit la transmission d'une manière internationale en se disant c'est partout pareil, universel, mais aujourd'hui c'est prendre en compte chaque population, chaque communauté avec quasiment toutes leurs particularités. Oh bah, on va essayer de parler pour tous, mais tout en étant sur nos difficultés à nous, nos problématiques à nous. Par exemple, on va parler du Cameroun. Le Cameroun, alors là, c'est quand on achète un terrain, ou même pas acheter, on nous transmet un terrain. Ouais. Alors, effectivement, je reviens sur ce que tu as dit, Charles. Effectivement, en fonction des ethnies, au Cameroun, on a une culture différente. Une culture de la transmission qui est différente. Moi, je sais que à l'Ouest, en ce qui concerne par exemple les Bamileke, il y a la terre a une vraie valeur, c'est-à-dire une valeur fondamentale. Tu as parlé de point d'ancrage. Effectivement, on n'a pas cette envie de céder la terre, et on est même contre cette indivision. Mais il y a des forces extérieures, donc des forces réglementaires qui veulent justement qu'on s'occidentalise et que finalement qu'on aille cadastrer un peu tout ça, qu'on aille réglementer un peu tout ça. Et la problématique, c'est que ces terres, culturellement, elles sont là pour nous accueillir quoi qu'il arrive. C'est ici qu'on enterre nos ancêtres, c'est ici qu'on va être enterré, et c'est, comme tu l'as dit, un point refuge. Vous pouvez vous retrouver au Canada, mais à la fin de la journée, vous savez où vous allez être enterré. Et donc, il y a vraiment de grosses problématiques où, d'une part, nous, on veut rester dans l'indivision, sachant qu'il y a aussi un règlement, un règlement traditionnel, où le chef du village a accès finalement au savoir, à la connaissance, à qui appartiennent ces terres, à quelle famille appartiennent ces terres, qui est le représentant de cette famille. Et donc, il y a plus cette notion de notaire. Et on essaye de pousser justement les communautés à rentrer dans ce qu'on appelle le formalisme, à cadastrer un peu toutes ces terres, mais il y a vraiment une volonté de certaines ethnies à rester traditionnelles. De l'autre côté, comme demander aussi aux chefs de village, que ce soit parfois les chefs de village qui décident oui. deviennent les terres. Oui, normalement, c'est toujours le chef de village qui a le dernier mot. Et c'est vrai que ça pose quelques problématiques parce que si on regarde le modèle occidental, on a cette notion de préfet, on a cette notion de représentant de l'État localement. En ce qui concerne plutôt le Cameroun, on a une notion de fédéralisme, on a des chefs de village qui ont leur autorité, qui ont leurs règles, etc. Et on essaie un peu de bousculer tout ça. Je tenais juste à rajouter un point sur l'indivision qui est très intéressant, c'est que on essaye aussi de l'autre côté, au Cameroun, il y a une volonté politique d'éviter la concentration de détention de terre. Et donc, on veut éviter que certaines ethnies se retrouvent sans terre.
Et donc, on veut éviter qu'une personne se retrouve avec un grand nombre de terres. Donc, on veut limiter le nombre de terres par personne. Il y a même des candidats qui se positionnent sur ça. Politiquement, il y a des lois sur ça. Parce que certaines ethnies se retrouvent un peu lésées parce qu'ils n'ont plus ce point d'ancrage. Et donc, c'est vrai qu'il y a des courants un peu différents. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose à étudier par rapport à justement l'indivision antillaise ou des îles d'outre-mer. On comprend bien de toute façon que cette fameuse terre, elle est liée à une histoire. Et on est tenu entre la terre et l'histoire. D'ailleurs, Ivan Edge, encore merci d'être avec nous. Avant que vous nous racontiez votre histoire, est-ce que vous comprenez que ce que vous avez pu vivre aujourd'hui à travers cette histoire peut venir de bien plus loin? C'est vrai que vous avez vécu des conflits, vous les vivez peut-être aujourd'hui, mais est-ce que ces conflits peuvent arriver d'une gestion où on n'a pas voulu s'occuper de faire les papiers comme il fallait, on s'est transmis des terres par oralement, et ce qui fait que vous êtes originaire de Guadeloupe, c'est ça? Je suis née en Guyane et ma maman est guadeloupéenne. Exactement, la maman guadeloupéenne. Pour connaître un minimum la Guadeloupe, effectivement, ou les Antilles, on part de la période post-esclavagiste où on donne des terres aux anciens esclaves qui se sont libérés, et effectivement on va se rendre compte que les terres vont se donner comme ça sans forcément j'imagine de papier. Et aujourd'hui ça en arrive à des situations que vous connaissez vous. Est-ce que donc ma question est de savoir, est-ce que pour vous votre situation que vous connaissez aujourd'hui est tenue par ce qui s'est passé aussi par peut-être il y a des siècles et des C'est possible, mais après, moi, pour ma situation personnelle, je pourrais pas vous dire. Je sais pas. Ils sont venus chercher des réponses. Et ce qu'ils ont trouvé a bouleversé leur existence. Franchement, la prochaine fois qu'il y aura un événement comme ça, je pense parmi les premiers à réserver ma place. Et je pense vraiment que ceux qui ne sont pas venus, vous avez raté quelque chose. Un vrai shoot de motivation. À refaire, mais à 10 000%. C'est ce choc qui nous pousse aujourd'hui à relancer les piliers de l'enrichissement avec encore plus de puissance. Papa, quand tu partiras, tu me laisseras quoi? Mon fils ou ma fille, je pense que je te laisserai des dettes et des problèmes. Déjà vu. Pendant que leurs enfants aux autres héritent d'empire, les nôtres, ils héritent de galères clairement. Et chez les autres, à 18 ans, parfois tu peux entendre « Ma fille, mon fils, voici ton portefeuille d'actions, ton premier appartement et les contacts de papa. » Malheureusement, chez nous, à 18 ans, t'entends trop souvent « Débrouille-toi, la vie, c'est dur. » Pendant qu'ils enseignent, eux, l'immobilier à leurs ados, nous, on découvre l'assurance vie le jour de l'enterrement de notre proche. Pendant qu'ils parlent placement au dîner de famille, nous, on parle de qui va payer les obsèques, je vous assure, j'ai déjà entendu ça. Il faut 3 générations pour bâtir une fortune solide, on dit. Mais il en faut qu'une seule pour la détruire, si on ne sait pas transmettre. Alors, je vais te poser une question. Tu sais pourquoi on recommence à chaque fois de zéro, à chaque nouvelle génération? Parce qu'on ne transmet que des rêves et pas des outils. On transmet la débrouillardise, mais pas les placements. On transmet la force, mais pas les stratégies. On transmet la fierté, mais pas le patrimoine. Et justement, avec mon armée de mentors, mes acharnés et moi-même, Philippe Fabignon, le 4 octobre 2025, on décide de faire ce séminaire. Ces journées qui, pour nous, sont essentielles pour transmettre à ceux qui veulent connaître, ceux qui veulent apprendre. Je te le répète, on l'a surnommé les piliers de l'enrichissement. Et on va casser ce cycle. On va tout faire pour ça. Tu vas apprendre comment construire un patrimoine transmissible. Tu vas apprendre aussi quels sont les outils que les familles riches utilisent depuis des siècles. Tu vas apprendre aussi pourquoi ton argent doit travailler pour toi, tes enfants, tes petits-enfants. Il est temps de laisser autre chose que des souvenirs. Alors, je vais te laisser 2 choix, comme d'habitude. Option 1, tu continues le cycle, tu travailles dur, tu meurs, parce qu'on va tous mourir. Tes enfants recommencent de zéro, comme toi. Option 2, tu casses la chaîne. Tu deviens celle ou celui qui bâtit l'héritage que tes descendants multiplieront. Alors j'espère que tu as choisi l'option 2 et que tu vas vite cliquer sur le lien du dessous, parce que j'espère que tu veux être le dernier à galérer ou le premier à transmettre. Et pour ça, tu t'inscris le 4 octobre 2025. Je pense qu'il est temps de laisser un empire et qu'on arrête de laisser des regrets. Alors, parlez-nous alors de votre situation personnelle. Où vous en êtes-vous? Alors, c'est quoi votre histoire? Actuellement, j'ai un papa qui est décédé il y a à peu près 4 mois.
qui avait mis des documents de côté, qui nous avait préparé parce que dans son entourage, il avait déjà eu des décès. Donc du coup, il voulait lui que pour ses filles ne se passent pas les mêmes choses que pour les décès qu'il avait rencontrés, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas d'informations. Donc lui avait préparé des dossiers pour nous deux avec toutes les informations nécessaires, ça avant même de savoir qu'il avait une maladie. Donc du coup, il avait prévu des choses pour nous. Malgré ça, on s'est quand même trouvé en difficulté parce que on ne sait pas, même si on a le nom des personnes, on ne sait pas forcément où les trouver. On ne sait pas si depuis qu'il a préparé les documents, les choses ont changé ou évolué. Donc c'est vrai que quand on se retrouve dans cette situation, on est un petit peu perdu et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Et on parle d'un patrimoine qui est situé où? En Guadeloupe. En Guadeloupe? Oui. D'accord. Okay. Beaucoup disent que dans les Outre-mer, que ça soit Guadeloupe, Martinique, Guyane aussi, il y a ces grosses difficultés d'indivision. Il y a des terrains parfois qui restent inexploités, nus. Il y a personne qui fait quoi que ce soit dessus parce qu'il y a des divergences, parce qu'il y a des conflits dans la famille. Juste par l'ego, il me semble, c'est ce que vous nous disiez, ce que tu nous disais, Charles, c'est ça? C'est ça. À vrai dire, c'est le point, et je mets vraiment des parenthèses. Des guillemets, l'indivision a quand même fait du bien, notamment aux Antilles, parce que s'il n'y avait pas, entre guillemets, des problématiques d'entente avec des fois des fratries, il y a plein de terrains qui ont été bradés pendant des années. C'est aujourd'hui, l'indivision a quand même permis de sécuriser et préserver le patrimoine de certaines familles. Parce qu'aujourd'hui, pour maintenant répondre à ta question, beaucoup d'indivisions sont bloquées, juste une guerre d'ego. On va dire, dans une fratrie. Je prends l'exemple quasiment d'une famille que j'ai pu accompagner en Guadeloupe. Ça fait quasiment 5 ans qu'ils étaient bloqués sur un problème d'indivision, où dans la fratrie, il y en a un qui ne voulait pas vendre. On a dû faire appel à différents professionnels, parce que le frère on se parlait plus entre frères, et quand on a creusé, c'était juste, ils ont à peu près une soixantaine d'années, c'est juste un litige qu'ils ont eu quand ils avaient quasiment à peu près 15, un frère avait 15 ans, l'autre avait 18 ans. C'était quasiment un conflit qui était là depuis des années, qui n'ont jamais verbalisé une rancœur. Et comme là, c'était l'opportunité, entre guillemets, d'avoir du pouvoir vis-à-vis de son frère en disant, j'ai la capacité de maîtriser quasiment ta vie, comme tu as pu, entre guillemets, maîtriser la mienne. Donc, à défaut de voir le projet dans son ensemble, c'était un motif pour dire, entre guillemets, dans la fratrie, je m'oppose et ma voix aujourd'hui compte. Je dirais pas toutes les problématiques d'indivision sont celles-ci, mais une grande majorité, c'est d'abord des problématiques d'ego, de manque de communication déjà dans la fratrie et des rancœurs qui traînent, qui perdurent depuis des années, mais qui n'ont jamais été quasiment ouverts parce que en dehors de la partie purement patrimoniale, on nous apprend pas à communiquer sur les émotions. On n'apprend pas, tu vois, ça remonte. Clairement. Il y a encore d'autres problématiques, juste avec un problème d'indivision. Je leur dis, l'indivision, ça serait rapidement sur le plan administratif. Le plus long, c'est l'humain. C'est vraiment l'humain. La communication, les guerres d'ego, c'est ceux qui traînent dans un dossier. Donc, pour résumer, héritage, histoire de famille, psychologie, quoi. Totalement. Ah, on peut pas parler psychologie sans passer par le doc. Alors, docteur, c'est grave? Ah, ça peut parfois être grave, oui, parce que on le voit déjà au niveau de la configuration en Guadeloupe. On sait qu'il y a un certain nombre de terrains ou de maisons qui vont rester inexploités, qui vont même parfois perdre considérablement en valeur parce que les indivisions traînent, sans compter la répercussion psychique que ces situations vont avoir au sein des familles. Il y a des aînés qui partent et qui ne savent pas vraiment que derrière leur départ, il va y avoir de véritables guerres, des querelles intrafamiliales qui vont laisser des traces. Et donc, c'est souvent effectivement au moment à ce moment crucial dans la famille que encore une fois, oui, des traumatismes ou des troubles relationnels au sein des fratries et au sein des familles plus élargies vont ressortir. Et en fait, le bureau du notaire se transforme parfois en lieu de thérapie familiale, alors que, comme vous le soulignez, ce n'est pas du tout l'endroit, c'est pas du tout adapté. Donc, c'est vrai que s'il y a quelque chose dont on finalement qu'on pourrait conseiller aux personnes, c'est véritablement d'anticiper, c'est-à-dire de se dire je suis sur la fin de mon existence, et puis il peut aussi y avoir des maladies qui surviennent, et après mon décès il va se jouer des choses, et comment je peux
en anticipant finalement, limiter au maximum, prévenir certains conflits qui peuvent avoir lieu. Vous parliez déjà du fait de pouvoir reconstituer la famille. En fait, au moment des décès, c'est aussi là qu'on va apprendre qu'on n'était pas les seuls enfants du père, par exemple. Christian, d'un coup, son regard s'est baissé. Je sais pas pourquoi, mais oui. Non, c'est des trucs intéressants qui méritent réflexion d'ailleurs. Il y a les problématiques donc liées à la configuration de nos familles. Il y a la problématique liée aux enfants non reconnus. Il y a les problématiques, vous le soulignez, liées aussi au pacte que des couples engagent l'un envers l'autre. On n'a pas les mêmes droits quand on est marié à quelqu'un que quand on est pacsé. Et souvent, il y a aussi une ignorance de ce qui peut se transmettre dans ces deux cadres-là. Donc, anticiper ce moment-là, je pense que vous allez confirmer, c'est un moyen de garantir finalement la bonne évolution du problème, en tout cas de ce moment particulier dans la famille. Et puis après, le conseil, c'est vraiment s'il y a des difficultés, de pouvoir que la famille puisse aussi faire ce travail de faire circuler la parole, pour que parfois on voit, vous allez nous en parler, il y a des choses qui se dénouent. Peut-être simplement en mettant des mots sur ce qui s'est passé 30, 40 ans auparavant. Parce qu'on parle de terrain, on va laisser après la parole à Charles, parce qu'on parle de terrain, mais en fait on parle d'héritage, on parle de transmission dans ce que tu me dis. Tout à fait. Là on peut ne pas forcément s'arrêter sur des terrains, oui. Et on l'a bien vu, c'est pas là, si on parle de transmission, vous reconnaîtrez forcément certaines familles, c'est les droits d'auteur quand on a été un chanteur célèbre et que les enfants ensuite se déchirent les droits d'auteur. Donc effectivement, ce que j'entends là, c'est aussi une communication, manque de communication déjà avant que... Exactement. D'accord. Et en fait, sont convoqués à ce moment précis de l'histoire familiale des conflits ou des émotions qui parfois sont présents depuis très longtemps. J'ai toujours eu l'impression que mon frère a été favorisé par rapport à moi. Admettons, je me suis construit avec cette idée-là. Si à un moment donné, dans la succession, il reçoit un appartement légèrement plus grand que le mien, ça va venir en fait réveiller une blessure, réveiller une douleur qui appartient au passé, mais qui est convoquée parce que dans les faits, je ne comprends pas pourquoi la répartition ne se fait pas équitablement. Donc ça va venir renvoyer à des douleurs du passé et qui sont convoqués dans le présent sur quelque chose de matériel, mais qui en fait évoque quelque chose de symbolique. Très très intéressant. En fait, la relation humaine, la relation familiale, on en reparlera parce qu'il me semble que vous avez une sœur. Vous êtes en plein dedans. On va lui passer le coucou et puis en espérant que à un moment donné, ça soit peut-être notre émission qui répare et qui vous réconcilie. Pour le coup, Charles, alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vient de dire Jessica? C'est par rapport à ce que Jessica a mis, il y a juste un schéma qu'elle n'a pas évoqué, c'est également les familles recomposées, également, ils ont tous les deux un héritage, ils ont d'abord eu une première union, ils se mettent ensemble, ils construisent également, il y a un enfant qui naît, ils construisent également du patrimoine, et ils n'anticipent pas les différents scénarios. C'est une réalité. Et même qu'on parle de patrimoine, c'est un mot très vaste. On parle tout le temps, oui, du terrain, mais je leur dis, c'est quoi du patrimoine en vrai? Le patrimoine, c'est juste 2 piliers. Il y a un pilier, c'est l'immobilier. L'autre côté, c'est les placements financiers. Donc, une fois qu'on comprend déjà ces 2 piliers, il faut se dire que chaque pilier a son outil de transmission. Mais avant même de commencer à réfléchir à tout ça, je leur dis, celui ou celle qui a la volonté de vouloir créer du patrimoine, en se disant, je souhaite protéger mes proches, allez jusqu'au bout des choses. Pensez déjà quasiment à la partie transmission. Parce ça fait peur de penser à notre mort. Parce que c'est l'être humain, c'est l'être humain qui a du mal à se projeter. Réfléchir. Moi, maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, j'y pense. Malheureusement, le temps est passé. Mais, il y a une période, et je connais beaucoup de gens, il y a des cultures aussi qui sont comme ça. En France, je sais on n'aime pas imaginer la mort. On ne veut pas imaginer la fin. Et je te dirais et dans même certaines, quasiment, culture, certaines religions, on ne parle pas de décès. Parce que quand je travaille avec différentes communautés, dès qu'on aborde le sujet décès, plus personne. Oui. C'est quasiment tabou. C'est tabou. Ça fait office de ce qu'on appelle un peu la superstition, c'est-à-dire l'idée d'évoquer la mort attirerait à soi la mort. Enfin, donc ça, c'est vrai que c'est une réalité. Ce n'est pas le cas pour toutes les cultures. Il y a des cultures qui sont très à l'aise avec le principe de réalité. Il faut se rappeler une chose, c'est que dans la vie, la seule certitude que l'on a, c'est qu'on va mourir un jour. On ne sait pas quand. On espère tous que ce soit le plus tard possible, mais c'est la seule certitude que nous avons par rapport à notre existence. C'est que nous naissons
et nous mourrons. Et c'est vrai que en Occident, peut-être plus que dans d'autres cultures, il y a une forme de tabou, voire de déni. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on essaye de repousser l'échéance de la mort le plus tard possible. Et parfois, je rencontre des personnes qui sont terriblement peinées d'accompagner leurs proches dans la mort, alors qu'ils ont par exemple 98, 99 ans. Il faut savoir qu'il y a des cultures, quand on vit plus de 75 ans, les funérailles, c'est une réjouissance. Parce que la personne a eu la chance de vivre une vie complète, d'avoir connu ses enfants, ses petits-enfants, parfois ses arrière-petits-enfants, et on célèbre à ce moment-là le décès. Et nous, dans notre culture occidentale, c'est beaucoup plus difficile, parfois même très tardivement, les décès sont vécus comme dramatiques, comme si on voulait ignorer le principe de réalité qui dit qu'à un moment donné, on va tous mourir. Et une personne de 85 ans, quand elle décède, ça reste dans l'ordre des choses. Et donc, se préparer à la mort, ça renvoie forcément au rapport, comme vous le soulignez, qu'on a à la mort. C'est-à-dire que si en parler, c'est risquer d'attirer à soi l'événement, c'est normal qu'on n'ait pas envie d'en parler. Et de prévoir la transmission en plus. Alors, Ivan Edge, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans votre histoire? Oui. Parce qu'on parlait de conflit, de manque de communication. Vous nous avez évoqué votre sœur rapidement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à ça? Comment ça se passe? Bien sûr. Donc, il faut savoir que moi, je suis née d'une première union. Donc, voilà. Donc, c'est ma demi-sœur. Ah, voilà. d'accord. Et nous avons 20 ans d'écart. Donc déjà, ça crée un fossé, si je puis dire. Puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes générations, voilà. Donc du coup, c'est une petite sœur qui a grandi avec mon papa. Moi, j'étais déjà partie depuis longtemps. Donc forcément, ils ont créé des liens. Quand on parlait tout à l'heure des fois de jalousie entre frères et sœurs, etc. C'est vrai que moi, j'ai ressenti effectivement que j'ai pas eu les mêmes chances, la même attention que ma petite sœur. Donc forcément, quand est arrivé le décès de mon papa, tout de suite, par rapport à l'héritage, on se pose des questions. On se dit, comme il était, elle était sa petite préférée. Est-ce que du coup, je vais être lésée? Comment ça va se passer, etc. Oh, ok. Voilà. Mais ça s'arrange. D'accord. On vous sent un peu ému, quand même. Oui, forcément. Déjà, c'est un décès qui est arrivé il y a peu de temps. Ouais, bien sûr. La situation avec ma sœur, c'est pas quelque chose non plus qui est plaisant. Bien sûr, j'imagine. Donc forcément, quand on reparle de ces choses-là, on est forcément ému. C'est normal. Vous parliez de qui est la préférée. Elle est plus jeune que vous, c'est ça? Ouais, de 20 oui, ans. de 20 ans. De 20 ans, ok. Et vous, généralement, c'est facile à dire, mais en tant qu'aîné, est-ce qu'on peut à un moment donné raisonner et dire, en tout cas dans une famille, que quelqu'un fédère et se dise, attendez, on va tous s'asseoir autour de la table et on va discuter clairement, on expose tout, on jette tout. Tout ce qu'on a, tous nos ressentis, tous nos mots, on y va, on le dit. Est-ce que ça, vous avez pu le faire? Alors, déjà, pour revenir un petit peu sur le passé, c'est vrai que mon papa n'a pas fait les choses. Je pense que c'est de son vivant qu'il faut commencer à régler les conflits entre ses enfants pour éviter justement que lorsqu'on disparaît, on se retrouve dans ce genre de situation. Donc déjà, je pense que si ça avait été fait, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. En ce qui concerne le fait d'être l'aîné, de tout mettre sur la table, je suis d'accord avec vous, normalement c'est dans ce sens-là. Il s'avère que moi je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que quand mon papa était malade, j'ai dû m'en occuper seule. Ma petite sœur ne s'en occupait pas. Donc forcément ça m'a déplu. Et ensuite c'est elle qui m'a appelé un jour en me disant ça va pas du tout, il faut qu'on discute, etc. Donc c'est la petite sœur qui a fait le pas. C'est pas dans ce sens-là normalement, mais j'ai bien accueilli cela. Et depuis, nous avons mis carte sur table et nous avançons dans la succession plus sereinement. Et c'est très important parce que on a constaté que quand on n'était pas ensemble, chaque personne avait contacté son notaire séparément. Chaque personne avait fait ses démarches séparément, donc on a fait des démarches en double. Donc voilà, une fois qu'on s'est liés, on va dire ensemble, on voit que c'est beaucoup plus fluide. Et que ça avance beaucoup plus vite en fait du coup au niveau de la succession.
Alors Charles, à un moment, a parlé de piliers de l'enrichissement. Il a dit qu'il y en a que 2, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup plus que 2, des piliers d'enrichissement. Je pense que, mais justement, en ce qui concerne votre situation, votre père, il vous avait laissé des terrains. Comment ça s'est, enfin, c'était quoi? C'était des comptes en banque. C'était, enfin, si je peux me permettre. Alors, mon père était chef d'entreprise, donc il a laissé une société. Il a laissé 2 appartements normalement, donc un appartement en Guadeloupe et un appartement à Saint-Domingue. Okay. Et de son vivant, c'est là où on reparle des différences, il a vendu à ma sœur de son vivant l'appartement de Saint-Domingue. Okay. Donc quand j'ai appris ça dès le début, ça a mis tout de suite une tension où je me suis dit mais pourquoi? Enfin, c'est moi qui m'occupais de lui en plus, elle pas du tout, il le savait, il le disait, et au final c'est elle qui est avantagée en fait. Finalement, bon après avec les lois des notaires etc, ça se passe pas tout à fait comme ça. Okay. Donc ça va être rééquilibré. Mais sur le moment quand on apprend ça, on prend une claque en fait, très clairement. Donc voilà, il a laissé finalement 2 biens et une société. Ça paraît presque injuste. On parle de différentes blessures qu'on peut ressentir. On va refaire voilà les blessures sur la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et effectivement, ça, on dit que ce sont les 5 blessures que chaque être humain peut ressentir. Et là, on ressent bien que là, c'est l'injustice. C'est ça, exactement. L'injustice, ça, on a du mal à supporter. Et ce qu'on peut comprendre, parce que c'est vrai que ces histoires-là, on se dit, mais comment mon père a pu donner à l'autre? C'est moi qui m'occupe de lui. Et derrière, ensuite... Alors, attention, les mots ont un sens. Moi, j'ai entendu vendu. Parce que donner et vendre, c'est pas la même chose. Moi, j'ai entendu vendu. Alors, petite précision, quand le notaire a posé des questions, il s'avère que on sait pas trop si c'est une vente ou une donation, mais finalement, c'est mon père qui a payé. Donc, l'appartement appartient à ma sœur, dorénavant, mais étant donné que c'est des fonds que de mon papa, finalement, c'est notre héritage à toutes les 2. Ah, je comprends. Voilà, donc finalement, elle doit une partie de l'appartement. Mais à travers ça, après, j'aimerais bien que Charles aussi nous donne quelques situations de cas de figure, des anecdotes. Mais ce qu'on peut laisser présager à travers ça, votre histoire, Ivanedj, c'est que, oui, des problématiques ont émergé, oui, des injustices, on se réveille, on se bat parfois, mais ensuite j'ai l'impression qu'il peut y avoir une accalmie qui arrive et voire même un rapprochement des sœurs. Tout à fait. Peut-être que je me suis dit tiens, une fois que ça sera fini, peut-être que avant elles ne se parlaient pas et pour le coup, plus tard elles vont pouvoir parler ensemble, peut-être se faire des réunions de famille avec les enfants et. J'aurais pas pensé qu'aujourd'hui je puisse vous dire que avec ma sœur on s'entend. Donc pas forcément lié juste à l'héritage et à la succession, mais vraiment au-delà. Depuis ça, on a mis vraiment toutes les 2 de l'eau dans notre vin. Voilà. J'ai aussi un enfant de 16 ans, donc ma sœur a 21 ans, donc ils sont plus dans la même tranche d'âge, donc ils s'entendent très très bien, ils sont très proches. Voilà. Et puis là, on va partir aux Antilles tous ensemble, dans la maison de notre papa, passer un mois de vacances ensemble, régler aussi certaines choses sur place, mais effectivement, ça rapproche bizarrement. C'est étonnant. C'est un bel exemple, je pense, du fait que la médiation peut aider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi parce que vous avez bénéficié d'un accompagnement et la médiation peut aider vraiment à fluidifier la parole. Je crois que ce que vous soulignez, c'est ce qui est convoqué vraiment, c'est la notion d'équité. Oui. C'est-à-dire, on voit bien que ce qui se joue à ce moment-là, c'est est-ce que moi, quelle place j'ai eu auprès de mes parents et est-ce que cette place était équitable dans les fratries. Et donc, on sait que dans la vie courante, même si les parents essayent de faire de leur mieux, chacun va sentir par moment, et puis les circonstances de la vie, une famille recomposée, la différence d'âge, on n'est pas dans la même éducation auprès de nos enfants quand on a 30 ans avec le premier ou quand on en a 42 avec le petit dernier. Donc forcément, au moment de l'héritage, ce qui va vraiment être convoqué, la valeur essentielle, c'est la question de l'équité. Et si à un moment donné, il peut y avoir, il y a par exemple l'occupation des biens
du vivant des parents sans compensation financière. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais admettons, si du vivant de vos parents, vous logez dans un de leurs biens et que vous n'avez versé aucune compensation, c'est quelque chose qui peut vous être demandé au moment de la succession pour que l'occupation de ce bien, considéré comme un don, en fait, soit rééquilibrée. Et ça aussi, ça amène des problèmes. C'est-à-dire que j'entendais la dernière fois un notaire qui disait, mais préparez vos successions, anticipez certaines problématiques parce que vous n'avez pas idée de ce qui va se jouer une fois que vous serez parti. Et parfois, les gens apprennent dans l'après-coup qu'en fait, ils vont avoir une partie de leur héritage ponctionnée du fait d'avoir occupé un logement, alors même qu'ils étaient à titre gracieux, alors que même qu'ils n'étaient pas au courant. Donc l'accompagnement, ça paraît, ouais. Les droits de succession, alors, ça c'est avant de raconter quelques anecdotes. Effectivement, aujourd'hui, il y a des lois par rapport aux droits de succession. Il me semble qu'on peut donner de son vivant 100 000 euros, c'est ça, léguer 100 000 euros? On peut donner quasiment 100 000 euros quasiment tous les 15 ans. Après, il y a pas mal de dispositifs. Moi, par exemple, sur la partie purement placement, je prends exemple le contrat d'assurance vie, on peut quasiment transmettre jusqu'à 152 500 quasiment à chaque bénéficiaire du contrat, à chaque héritier. Il existe pas mal de dispositifs entre guillemets pour transmettre, mais il faut déjà les connaître. On est là pour apprendre aux gens. On est réellement dans ce cas de figure quand je reviens encore sur l'éducation, l'accès à l'information, parce qu'aujourd'hui on consomme notamment du produit, mais on ne nous éduque pas à identifier nos propres besoins. Est-ce qu'on a besoin d'investir pour protéger quasiment la famille? Et je prends toujours cet exemple quand un client demande, voilà, je vais acheter ma résidence principale parce que c'est bien, ou je vais faire du locatif, et je leur demande à chaque fois pourquoi, même si votre situation sur papier est très bien, quel est le besoin sous-jacent de tout ça? Un client qui me dit je vais faire du locatif, mais en même temps je vais protéger mes enfants, mais je leur dis tout le temps, ok, on fait tout ça, demain tout s'arrête. Il se passe quoi pour vos enfants? Ils vont où? Qu'est-ce qu'on a anticipé? En général, après, on redimensionne le projet, se disent bon, avant de peut-être faire du locatif, je vais déjà acheter une résidence principale, comme ça demain, si je décède, quasiment mes enfants avec les assurances qui vont être remboursées, mes enfants ont au moins un patrimoine. C'est vraiment des logiques où je leur dis, creusez avant de consommer du produit. Les produits sont là, les produits sont bons, mais ils correspondent pas forcément à vos besoins. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait, dans la fratrie, il y en a un qui devient le leader, qui prend le lead. J'ai dit oui, il y en a plein qui prennent les dessus, qui prennent le devant. Ok, on met tout à plat. Mais le problème arrive régulièrement. Maintenant, ok, on s'est tous mis autour d'une table. J'ai posé mon coup de gueule. On fait quoi après? On va voir qui? On ne sait pas comment aller voir le notaire. C'est bon, on sait qu'on va s'entendre, mais on ne sait pas par où commencer et avec qui commencer. Et en général, après, c'est là que l'information se dilue. La vérité du lundi, on a fédéré le lundi, on a dit ok, on part à droite. Le mercredi, effectivement, après discussion avec le conjoint et la conjointe ou des amis, finalement, non. On veut prendre une autre direction. Et c'est là, après, sur le temps, les décisions changent parce qu'ils n'ont pas été formalisées également. Et c'est là qu'après, énormément de problèmes arrivent. Ils disent, oui, mais en 1900, on avait dit, ok, très bien, mais qu'est-ce qui me prouve? Et systématiquement, je leur dis, une fois qu'ils avaient fait une réunion commune, mettez même un petit compte-rendu. Figez les choses, parce que moi, ce sera très intéressant de reprendre même votre réflexion en se disant, si j'ai choisi de prendre cette maison, c'est qu'il y avait telle et telle histoire. Pourquoi? Parce que demain, l'interlocuteur décède, mais les enfants ne sauront pas. Ils vont dire, mais pourquoi ils ont pris ces décisions? Mais ils n'étaient pas là de la réunion. On est encore sur des problématiques d'information, de procédure, retranscription, parce qu'on n'a pas également appris à communiquer. On dit que nous sommes un peuple qui est basé sur l'oralité, il me semble, Christian. C'est ce que j'allais... Oui, non, mais en fait, ce que tu dis, ça me rappelle beaucoup de choses. Nous, on a des réunions familiales tous les ans, et c'est vrai que statuer, c'est très important. Pourtant, moi, je suis très, j'allais dire procédurier, mais c'est vrai qu'au niveau de ces réunions familiales, des décisions sont prises. Elles ne sont pas écrites. Mais, attention, on parle d'oralité, l'information, des fois, remonte au chef de quartier, peut remonter au chef de village. Et c'est pour ça que le chef de village, chaque fois qu'il y a un conflit, on va le voir, et lui, il dit non, l'héritier, en fait, c'est lui, celui qu'on doit écouter, c'est lui, ces terres-là, c'est à eux, non, c'est leur famille, etc. Et donc, c'est pour ça que il y a un côté bénéfique au côté traditionnel, mais c'est vrai qu'on ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des outils qui pourraient nous faire avancer et être plus, j'allais dire, plus rigoureux. Parce que les conflits
arrive. On a des disputes justement entre la tradition. Il y a des héritiers qui, ok, la tradition est contre moi, mais je vais en justice. Et là, on arrive à des conflits entre le formel et l'informel. Et donc, ça devient très compliqué. Je sais que, par exemple, au Cameroun, on a essayé justement de donner une position aux chefferies traditionnelles, leur donner un rôle de fonctionnaire, à peu près, pour éviter les arbitrages. Mais je sais qu'il y a toujours ces petits conflits dans l'oralité qu'on pourrait justement éliminer grâce à des outils simples. Jessica ? Alors, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on s'arrête un peu sur ce point parce que ce soit sur le continent africain ou que ce soit aux Antilles, ce dont on parle là, c'est comment finalement une culture s'est greffée sur une autre et comment c'est pas toujours évident de rendre cette compatible. Quand j'ai voyagé en Afrique, j'entendais souvent une expression, c'est les papiers du blanc. C'est-à-dire qu'effectivement, ancestralement parlant, en Afrique, les choses se passent dans l'oralité. La parole a une grande valeur et donc effectivement, on va vers des référents traditionnels qui occupaient une place qui était l'équivalent du notaire, finalement, de celui qui porte la mémoire de ce qui se joue au niveau des terres et de comment se répartissent les héritages, etc. Et donc, on voit qu'un système pensé par une autre culture est venu nous être imposé et on essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés et inversement. Parce que la culture déjà de séparer cadastralement des terres pour ensuite venir les formaliser sur des papiers chez un notaire, c'est quelque chose qui, sur le continent comme aux Antilles, est très récent dans nos références culturelles. Il faut vraiment se dire que tout ça est extrêmement récent sur l'échelle du temps par rapport à une histoire millénaire qui a toujours fonctionné sur la base de l'oralité et qui fonctionnait bien parce qu'il y avait des références culturelles très claires et des personnes qui incarnaient dans la société l'équivalent des notaires et l'équivalent de la loi, de tout ce qui va s'imprimer aujourd'hui dans le papier. Et donc, c'est important de comprendre que finalement, on évolue parfois encore dans un espèce de no man's land ou un bricolage entre ce qui faisait référence à la culture ancestrale et ce qui doit aujourd'hui rentrer dans une culture occidentale pour protéger tout le monde. Et on dirait qu'on est dans cette phase de transition finalement. Parce que aux Antilles, ce qu'on observe, c'est qu'après les abolitions, quand les personnes ont commencé à obtenir des terres, finalement on est resté sur cette idée de l'ancrage un peu de la terre source et ce problème de rediviser la terre source, tu l'as souligné, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans l'inconscient collectif sur le continent africain. Et aux Antilles, c'est comme si on découle de très très près de cette culture-là. Et donc aujourd'hui encore, la question de diviser n'est pas évidente. Et si les indivisions restent dans un flou si longtemps, ça, en psychologie, on dit que forcément ça dénote peut-être du fait que les familles ne sont pas prêtes à diviser le patrimoine qu'elles ont reçu en héritage, parfois très durement gagné aussi. C'est-à-dire qu'elles ont conscience des efforts qu'ont dû faire leurs aînés pour obtenir ces terres-là. Moi, j'entendais souvent les gens dire, voilà, ils ont vendu pendant des années des fruits, des légumes sur le marché, ils se sont levés très tôt, machin, pour accumuler un pécule, pour avoir ces terres-là. Et imaginez que ces terres vont être réparties entre les différents héritiers, voire revendues à des personnes extérieures. C'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à faire. Parce qu'on touche à une symbolique très forte. Alors qu'ils soient pas prêts à le faire, ça je l'entends, mais de rester dans l'inaction, à un moment donné, il y a une espèce de juge invisible qui s'appelle l'État et qui à un moment donné, eux vont récupérer leurs biens, ils vont récupérer ce qu'ils ont à récupérer. Là, on va un peu plus rentrer dans la technique, dans ce que j'aimerais savoir là, c'est quand je transmets mon patrimoine, l'État ils me prennent combien dessus? Alors, l'État, tout dépend de la liquidité que tu prends. Je prends l'exemple quand tu commences à transmettre notamment je grossis toujours le travail avec les clients, que ce soit un calcul très simple. Vous avez 100 000, je parle même pas des abattements, parce qu'effectivement, l'État te permet, malgré tout, tu as un bien qui a une certaine valeur, il met en place des abattements pour transmettre, entre guillemets, diminuer la taxation. Mais en règle générale, si c'est pour les enfants, c'est 20%. C'est 20% quasiment de la valeur après abattement. Aujourd'hui, il y a toujours... Ce qui veut dire que, concrètement, moi, si j'ai une maison, une maison à 1 million,
Alors, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés parfois à payer ce fameux ISF, qui ont eu une transmission et qui se sont dit, mais attends, comment je peux payer autant? Et qui doivent ensuite tout brader rapidement, vendre pour payer les impôts. Pour payer les impôts. Alors donc l'État, que je comprenne bien, si je reçois 1 million, je dois donner 200 000 à l'État. On va grossir le trait, mais effectivement, tu donnes une grande partie à l'État, mais on va d'abord regarder est-ce que tu as appliqué tous les abattements au niveau des enfants. 100 000 euros, et savoir qui est propriétaire. Est-ce que c'est que toi? Ou est-ce que vous êtes deux? Combien d'enfants? Et ils vont appliquer quasiment des abattements par enfant, par parent. Et ensuite, on va regarder quelle est la valeur après abattement. Et de cette valeur, justement, ils vont quasiment... Voilà, c'est compliqué. Abattement, qu'est-ce que ça veut? Je prends l'exemple. Tu as 3 enfants. Oui. Vous avez acheté à 2. Oui. En sachant que chaque enfant, je peux transmettre 100 000. Déjà, tu sais que la valeur, l'État ne prendra rien. Sur les premiers 100 000. Sur les premiers 100 000. D'accord. Pour chaque enfant. Pour chaque enfant. Et tout dépend. On sait que l'importance, des fois, c'est pas rester sur le montant que les impôts vont prendre. C'est se dire, qu'est-ce que j'ai à transmettre? Dans combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des fois des démembrements. C'est que je garde la jouissance du bien et je transmets la nue propriété. Je prends l'exemple. Tu as une bouteille d'eau. Tu as le contenant et le contenu. Oui. Le contenu, c'est l'eau, c'est l'usufruit. Oui. Le contenant, c'est la nue propriété. Et quand tu as ta bouteille, tu as la pleine propriété. D'accord. Ce qu'on fait, certains parents, je leur dis, gardez l'usufruit. Gardez la possibilité de rester dans votre appartement. Par contre, les biens... Soyez l'eau. C'est ça. Soyez l'eau de la bouteille. Ça, c'est Bruce Lee, ça. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, ça permet justement de transmettre à ce qu'on appelle à l'instinction de l'usufruitier. L'usufruit repart à la nue propriété. Dès que, entre guillemets, la personne, avec l'image de l'eau, on va dire quand la personne qui possède l'eau quasiment s'éteint, le nu propriétaire récupère l'intégralité. Il y a différents dispositifs qui existent. Mais on revient toujours à la problématique, l'accès à la connaissance. Ça, c'est juste un dispositif parmi tant d'autres. Donc là, grosso modo, parce que là, même là, moi, je sais pas pour ceux qui vont regarder, dès que t'es rentré dedans, il y a mon cerveau qui a dit compliqué. Lanterne rouge, compliqué. Et du coup, j'ai envie de tourner le dos. Est-ce qu'il faut que je m'adresse plutôt à des professionnels? Il faut que tu t'adresses à des professionnels, mais il faut que tu sois des professionnels où tu te sentes à l'aise. Je leur dis aujourd'hui, il y a énormément de conseillers en gestion patrimoine. Il y a ceux qui sont très bons, il y a ceux qui sont pas forcément bons, mais on utilise les mêmes outils, la même logique. Il faut qu'on puisse se dire, l'interlocuteur avec qui je vais interagir soit en capacité à me transmettre l'information avec mon niveau de compréhension et ensuite me fasse monter petit à petit en expertise. Aujourd'hui, c'est que même en termes de confidentialité, il y a certains, ils ont peur de dire aux conseillers en gestion patrimoine, au fait, j'ai des biens, j'ai des enfants, mais un enfant, j'ai pas envie qu'il ait du patrimoine. Il y a plein de particuliers qui se disent, j'ai peur de le dire parce qu'ils ont peur du jugement également. Et c'est là que des fois la limite arrive où les gens ne font rien parce qu'ils disent bon, je vais me sentir jugé, donc j'ai pas envie parce que en termes d'éthique, c'est pas bien. L'interlocuteur va me juger parce qu'ils sont pas à l'aise avec cette idée. Et en termes d'information, je leur dis c'est important d'aller voir un professionnel qui va vous expliquer très clairement comment mettre en place les choses et ne pas entre guillemets aller sur Internet. Il y en a plein qui me disent bon, j'ai vu sur Internet qu'il faut que je fasse une SCI je veux que je Internet. J'ai dit oui, mais sur Internet vous n'allez pas rencontrer le schéma avec vos petites spécificités parce que des fois il y a des schémas de clients, ils me disent bon Charles, ma famille ne sait pas mais je vais mourir. Je fais ok. Ah bon? Oui, et c'est là que je leur dis c'est important d'avoir ce lien de confiance avec son conseiller. Et quand c'est ça, ok, on y va. Vous avez moyen de quoi? Quelles sont les assurances que vous avez prises en compte? Beaucoup d'informations. Et ça permet de savoir comment anticiper. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Demain, si tout s'arrête, est-ce qu'on regarde, qu'on parle de taxes, est-ce que, entre guillemets, les enfants auront de quoi payer et provisionner les frais de succession? Ils n'ont pas? Ok, très bien. On va prendre une assurance avec capital d'essai qui va couvrir l'ensemble des frais de succession. Comme ça, au moins, les frais, ils auront. Et on commence à construire le schéma. C'est ça, c'est les frais de succession. C'est les frais de succession. Si ça, on s'en occupe pas avant, ça peut vraiment, à un moment donné, nous alourdir clairement pour ceux qui vont avoir la succession. Les héritiers, ça peut être Ça peut aller très vite. Et je prends encore un exemple. C'est là que je dis tout le temps, il est important de prévoir l'imprévisible. J'accompagne un jeune homme, 19 ans. 19 ans, il a perdu son père. Il a d'abord perdu son grand-père
entre guillemets. Donc, son père a hérité de son patrimoine. Ils étaient fils uniques. Le père, 6 mois après, est décédé. Aujourd'hui, le jeune homme, il se retrouve effectivement avenue Montaigne, grand appartement, quasiment 180 mètres carrés, tout seul, avec énormément de biens. Il me dit, mais Charles, comment je fais pour payer les frais de succession? Parce que la succession de mon grand-père, on n'avait pas encore fini de la faire avec mon père. Ouais. Mon père, entre guillemets, qui est décédé, également, je deviens héritier de tout. Si on est seul face à ça, quasiment ce client, je lui dis, c'est simple. Pour l'instant, on va faire un courrier, on va dire stop à tout le monde. On va prendre le temps. Prends un moment pour toi, pour accuser le coup. Par contre, on va quand même ouvrir la succession, et c'est quelque chose que les gens ne font pas. Ils se disent, bon, la personne est décédée, on verra ça après. Ils vont pas chez le notaire pour faire l'ouverture de la succession. Et c'est ce qui coûte cher, notamment, aux Antilles, en règle générale. La personne décède, on se dit, on verra après. C'est important d'aller chez le notaire, prendre acte. J'ouvre la succession, et là, le notaire, il prend à dire, la succession a été ouverte en temps et en heure, avant les 1 an. La famille est encore en réflexion, et ce sera un petit peu plus simple de calculer immédiatement. Là, on sait on a X euros à aller chercher. Donc, on va commencer à vendre certains biens. Mais il y a l'aspect émotionnel. Les gens se disent, bon, on verra, mais quand tu perds ton grand-père, ton père et tu hérites, il faut l'anticiper. Et ça, il y a des schémas que tu ne peux pas anticiper. Parce qu'il n'a pas prévu de perdre son père après son grand-père. Et donc, chaque personne qui sont dans cette démarche, je dis, vous avez des enfants, même si vous êtes en bonne santé, et vous êtes, entre guillemets, protégez vos proches, anticipez les choses. Les gens me disent, mais Charles, on n'a pas tous des enfants, on n'est pas tous en couple, aucun problème. Mais si vos parents sont là, mettez vos parents assis, ayez ce courage, entre guillemets, avec toute la bienveillance, ayez ce courage d'aller voir vos parents en disant, papa, maman, demain vous allez mourir. Comment on fait? Moi, j'ai déjà parlé de ça à ma mère. Elle m'a dit, quoi, tu veux que je parte maintenant? Parce que, effectivement. Je lui ai dit, bon, on parlera ça. Non, parce que là, je l'ai fait grossièrement, mais en général, il y a un fil, je précise à mes clients, il y a un fil conducteur à avoir. En disant, d'abord, je m'inquiète. Je sais pas quoi faire. Je suis perdu. On redonne le pouvoir aux parents. De pouvoir protéger ses enfants. Parce que c'est vraiment un mécanisme intellectuel où je leur dis, mettez vos parents dans un état d'esprit de protection. Je m'inquiète. Comment on va faire? T'as vu, X, Y et Z, ils ont rencontré beaucoup de conflits. Les enfants, ils n'ont pas su s'en sortir. On éloigne le problème pour que les parents se disent, effectivement, dans cette famille, ouais, j'ai entendu. Et on revient. Et maintenant, moi, t'as quoi comme terrain? Comment ça se passe? T'es compte en banque? Et au fur et à mesure, les parents se délivrent. On dirait un contrôleur du fisc. ma fille, elle a 9 ans. Elle m'a déjà posé beaucoup de questions. Moi, je me suis dit, elle est dangereuse. Elle voit qu'avec tous les livres que t'as écrits, il y a beaucoup de droits d'auteur à récupérer. C'est tout. Il y a elle est beaucoup très de choses. Elle est très forte. Mais c'est vrai que t'as raison. Moi, souvent, je dis, les parents deviennent les enfants et les enfants deviennent les parents. Et même dans ta démarche, il y a un côté, bon, je fais semblant de te redonner le pouvoir. Bon, maintenant, essayons de régler ce problème, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a du mal à gérer, parce que des fois, il y a l'ego du parent. Tu te dis, mais t'es devenu mon enfant, factuellement. Des fois, il vit chez toi, des fois, il est malade, il est dépendant de toi, mais lui redonner les clés, c'est vrai que c'est pas mal comme entrer en matière en ce qui concerne cette discussion. Et je pense que c'est des discussions qui sont nécessaires. Ouais. Et un autre schéma, parce qu'il y a des schémas, j'en ai plein, où les parents, par honte, ils sont en location dans le bien. Mais les enfants ont toujours cru que c'était le bien des parents. Donc, ils ne veulent plus pas parler. Ouais. Ils ont construit, et je leur dis aujourd'hui, les parents, ils ont du mal à se dire, au fait, ce bien-là, je suis en location depuis des années. En termes d'ego, ils ont du mal à se dire que finalement je laisse rien à mes enfants. Et c'est là que des fois j'interviens avec les parents, je leur dis bon, c'est bizarre, ça fait une 30aine d'années, mais à qui tu verses les loyers? Ben la personne est décédée depuis des années, donc en vrai je paye plus. Je dis, ok. Donc est-ce que les héritiers sont déjà venus te réclamer? Personne n'est venu me réclamer parce que la succession n'a jamais été faite. C'est là qu'on rentre maintenant dans le schéma de l'acte trentenaire. Je dis mais est-ce qu'aujourd'hui tu t'occupes un terrain depuis X années, tu ne payes pas de loyer, c'est toi qui l'entretiens, potentiellement fais des démarches pour que, entre guillemets, récupérer le terrain. Ils me disent, mais on ne savait pas, c'est des petits schémas de réflexion, qui, comme on n'a pas cette culture d'aller demander de l'information, et il y a toujours cette pudeur en se disant, j'ai peur de dire aux autres ma situation, de peur de jugement. Et on rentre dans différents schémas. Et ce client en question,
quand j'ai su, je lui ai dit, là, on a entamé depuis, il a eu son titre de propriété. De repossession. Il a un titre de propriété. Il est propriétaire notamment de sa parcelle. Et là, on va commencer à mettre en place quasiment d'autres leviers pour que les enfants ne puissent pas tomber dans des problèmes d'indivision. C'est très étonnant parce que... Mais c'est très important ce qu'il vient de dire. Là, vas-y, je te laisse. Non, c'est très important. On est dans les funérailles des tabous et c'est vrai que je pense que des fois, il y a, même dans l'information, il y a le formel et l'informel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on voit tous les jours comme information. Et là, ce que tu viens de dire sur le fait que finalement, lorsque vous habitez depuis un certain nombre d'années dans une propriété, vous pouvez devenir propriétaire. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et au bout de combien de temps? C'est 30 ans, je crois. 30 ans. 30 ans. Je crois que ça a diminué même. Ça a diminué depuis le mois de juin de l'année dernière, quasiment ça va faire 1 an, c'est passé à 10 ans. C'est-à-dire que si j'arrive à mettre quelque part et pendant 10 ans je suis dedans, personne peut venir me déloger. Je peux dire non, maintenant c'est à moi. Il faut que tu prouves, entre guillemets, que ça fait 10 ans que tu exploites notamment le terrain, que que t'occupes le terrain, que tu l'as exploité et que ce terrain aujourd'hui, tu ne sais pas à qui il appartient. Non mais tu vois, même toi t'étais à côté, t'es passé à côté, tu vois, t'étais à côté. Il y a différentes quasiment clauses pour que ça puisse, entre guillemets, tu puisses prétendre justement à la propriété. Mais c'est important aujourd'hui, beaucoup de gens, mais moi je prends l'exemple de ma famille à Margalante. Il y a eu beaucoup de soucis là-dessus aux Antilles, avec les descendants de maîtres d'esclaves, et j'en avais parlé, je me rappelle, avec Monsieur Domota, qui disait que certains blancs pays revendiquaient les terres parce qu'ils y étaient depuis X temps, mais que ces terres n'étaient pas les leurs et qu'il fallait les remettre au peuple, et que par contre la loi protégeait ces gens qui disaient oui mais attendez, on y est depuis tant de temps, donc c'est à nous. C'est ça. C'est le principe même quasiment de l'acte trentenaire où ils ont pu prouver que ça fait X années qu'ils ont exploité ce terrain et ils ont un titre de propriété conforme. Et aujourd'hui, beaucoup, je leur dis, sensibilisez vos parents. Est-ce qu'ils ont un titre de propriété? Parce que la démarche sera encore beaucoup plus longue. Vos parents décèdent, ils n'ont pas de titre de propriété. Comment vous pouvez, entre guillemets, justifier que c'est votre héritage? Donc, c'est encore une autre démarche pour pouvoir faire des enquêtes de voisinage. Mais ok, mais si c'est la génération de vos arrière-grands-parents, les voisins, voisines, ils ne sont peut-être plus là. Les enfants, ils vivent à droite à gauche, vous savez même pas qui sont les enfants. Donc, les enquêtes, quasiment les témoignages de voisinage, comment aller demander à quelqu'un qu'on n'a aucun lien, c'est l'enfant de un tel, lui dire, est-ce que tu peux me faire une attestation avec ta pièce d'identité, s'il te plaît, pour justifier que on exploite ce terrain? Impossible. Non, mais c'est vraiment très important là ce que tu viens de dire, parce que on parle d'indivision et il y a tellement de problématiques autour. Là, ce que tu viens de dire, moi, je sais qu'il y a des Antillais. Ouais. On a oublié de redéfinir c'est quoi l'indivision. Pour ceux qui, j'aimerais bien. Je pense que c'est important. Voilà, c'est qu'est-ce que l'indivision? On a parlé de SCI, ça à un moment donné, je voulais faire un lexique, peut-être, normalement on le fait au début, mais faisons-le maintenant. Qu'est-ce que l'indivision? Et garde ce que tu voulais dire. C'est l'indivision, c'est tu achètes, tu es propriétaire, on est propriétaire à plusieurs d'un même lot. D'accord. On va dire, tu rentres dans l'indivision volontairement avec un ami, on décide d'acheter un appartement ensemble, en nom propre, on est en indivision, lui et moi. Okay. Après, l'indivision, entre guillemets, des fois, subie par la nature des choses. Mes parents décèdent, on est une fratrie de 5 enfants, sur un même lot, on devient naturellement propriétaire, donc indivisaire. D'accord. Donc, on rentre dans une indivision. Donc, il faut également cette entente pour pouvoir prendre des décisions en commun sur le bien en question. Est-ce qu'on garde le bien tel quel ou est-ce qu'on le répartit? C'est ça un peu les questions qui vont se poser. Ou est-ce qu'entre guillemets, il y en a un qui se dit, moi, ça m'intéresse pas, je souhaite vendre mes parts à quasiment celui que je dois récupérer. Ok. Donc, il y en a un qui va racheter les parts de tous. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Celui qui est en indivision, je peux dire, je suis en indivision. Par contre, moi, ça m'intéresse pas d'être dans la fratrie avec vous. Je vends mes parts à Christian. Mais il faut que tout le monde soit d'accord que Christian rentre dans l'indivision. Ah, c'est parce que je peux pas racheter les parts de Christian. Alors oui, parce que je comprends, parce qu'en fait, on n'a pas encore divisé, donc on est toujours dans l'indivision. C'est ça. Ouais, on est toujours dans l'indivision. Donc, si on est 4 frères chez moi, je veux racheter les parts. Christian me dit à moi, parce qu'on est 2 frères proches, il me dit, je vais te vendre mes parts. Je lui dis, je te les rachète. Il faut que j'aille parler aux 2 autres. C'est ça.
C'est ça. Mais à un moment donné, c'est là où ça va créer le trouble. C'est ça. L'importance. Et pour maintenant rejoindre sur la deuxième définition, beaucoup de gens des fois confondent SCI et SCPI. Ce sont deux véhicules totalement différents. La SCI, c'est une structure juridique, société civile immobilière. La SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Ce sont deux véhicules différents qui ont deux objectifs totalement différents. La SCI, c'est un véhicule où aujourd'hui, c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans cette SCI. Est-ce que c'est conserver le bien sur plusieurs générations? Est-ce que c'est juste conserver le bien après par la suite pouvoir faire quasiment des opérations immobilières? Une SCI a quasiment à sa vocation. Les gens mettent tout en général dans ce produit. Mais en principe, régulièrement, les gens font une SCI. Ok, j'ai fait mon SCI. Je dis, est-ce que vous avez mis en place un pacte d'associés? Je dis, Charles, c'est quoi ça? Je dis, le pacte d'associés va régir quasiment toutes les règles entre nous. Oui. Si on s'entend pas, qu'est-ce qui se passe? Si on s'entend bien, qu'est-ce qui se passe? Et même pour certaines familles, et nous on l'a fait dans la famille, c'est se dire, le patrimoine familial, on interdit les compagnons et les compagnes d'intégrer cette SCI. Ceux qui peuvent racheter les SCI, les parts, c'est uniquement les enfants. Et on pourra vendre uniquement ce bien à l'extinction quasiment de la dernière des lignées. Le patrimoine, on sait que à Maryland, sur la partie familiale, tout ce qui rentrera dans tout ce qui est dans cette SCI, qui appartenait à ma grand-mère et plus, personne ne peut rentrer à part les enfants, les petits-enfants, les compagnes et compagnons, même si on est sur le régime matrimonial communauté universelle, surtout, ils n'auront rien. Et c'est là que c'est important de se dire. J'ai vu un petit sourire là dans ton, là juste t'as dit ils n'auront rien, j'ai vu un petit sourire là. Hein. Aujourd'hui, c'est important de se dire qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que je souhaite transmettre et quels sont les moyens qui sont les miens pour accéder. Parce que c'est une question également de moyens. Effectivement, une fois qu'on passe la partie théorique qu'on vient de voir, intellectuellement, la partie des conflits. Après, il y a cette notion financière. Ça coûte cher une succession. Et des fois, je leur dis entre vous entendre et payer après d'autres frais, des fois c'est un peu plus simple. Si on s'entend sur un prix, on vend ou on se rachète les parts, ce sera plus simple que, entre guillemets, de partir sous des procédures. La succession va traîner, mais les frais de l'État vont augmenter au fur et à mesure. Exactement. Et c'est un élément qui n'en parle pas. D'où l'idée d'anticiper ce moment-là. Et je crois que ça parle aussi de la manière dont, culturellement, il y a quelque chose de parfois, vous parliez de pudeur, mais parler de son patrimoine, c'est vraiment pas évident. Il y a vraiment la culture de la cachotterie à ce niveau-là. Parce que, et c'est pas propre à toutes les cultures. Je me permets de te couper et de continuer après là-dessus. Pour être moi d'une famille antillaise, on a eu déjà du mal à parler du passé. On est dans le présent, qui est important. Et alors, pour parler du futur, c'est encore plus compliqué. Donc, on est bloqué dans une tranche, alors qu'à la base, on parle d'histoire. L'histoire, c'est le passé, le présent, et aussi ce qui va se passer dans le futur. Exactement. Je te laisse continuer, parce que effectivement, ça, en tout cas, je vois la difficulté de. Ça parle de aussi comment une culture qui s'est construite dans une telle histoire a des difficultés à se projeter dans un futur. On parle de 10, 20, 30, 50 ans, alors même que on s'est construit, malheureusement, dans des projections à 2 à 5 ans d'espérance de vie. Aussi, et oui, sur les 4 derniers siècles, et donc finalement, on se projette pas de la même façon dans une existence, selon que on puisse anticiper notre avenir sur les 10, 20, 30, 40, 50 années, ou si on agit dans l'urgence pour de la survie. Et on le voit quand on travaille sur la question de l'éducation financière, c'est-à-dire que comment aussi nos populations parfois sont dans les dépenses et la recherche de plaisir immédiat, plutôt que de pouvoir se projeter sur la construction d'un patrimoine à 20, 30, 50 ans. Ça parle de ce rapport à la vie, tout simplement. Et je crois qu'il y a quand même des choses qui sont à souligner. C'est qu'on est sorti de ces situations-là. Ceux qui nous ont précédés ont quand même cette culture qu'on retrouve aussi en Afrique de constituer un patrimoine pour la lignée qui suit. Mais on est comme pris dans un paradoxe. C'est-à-dire une partie de nous a envie de construire ce patrimoine et de léguer, et une partie de nous est encore aux prises avec cet instinct de survie qui dit que il faut penser vite et à court terme. Voilà. Mais je voulais revenir aussi sur cette notion d'indivision. J'ai l'impression qu'il y a 2 courants aux Antilles quand je discute justement avec des Antillais. C'est qu'il y a une volonté. Le problème est là. Le problème a été passé, c'est-à-dire qu'on est resté dans l'indivision pendant longtemps. Et à un moment, il y a un frein. Ah oui, mais si on veut régler le problème, il va falloir payer. Déjà. Et donc, faut être d'accord pour payer pour régler le problème.
Et les gens se disent, non, finalement, puisque, non, je préfère qu'on laisse comme ça. C'est un énorme frein. Mais c'est un gros frein, en fait. Et de l'autre côté, il y a les gens qui peuvent finalement venir exploiter cette opportunité. On a des terres en friche, et donc, et je sais pas comment toi tu le vois dans la réalité concrète, finalement. On en parlait justement avec le fameux mouvement aux Antilles, la Guadeloupe c'est en nous et d'autres, parce que il s'est avéré que beaucoup de terres étaient revendues, en tout cas certains avaient vu l'opportunité, profitaient de cette faille et rachetaient les terrains, et en fait les Antillais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Antillais, je dis pas tous, mais avaient moins de terres, et on voyait que il y avait un arrivage de personnes qui venaient de l'extérieur qui récupéraient toutes les terres. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Et pour mettre en avant cette problématique, quand je dis aujourd'hui, je pose toujours la question: est-ce que vous êtes prêts à sortir de l'indivision? Est-ce que vous souhaitez réellement sortir de l'indivision? Qui, entre guillemets, a peut-être des projets sur ce terrain, souhaite construire? Donc, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Aujourd'hui, vous n'avez pas, entre guillemets, la possibilité peut-être de racheter, ou vous n'avez pas la possibilité de, entre guillemets, de construire, du moins, payer les frais de succession. Voilà, il y a un moment, il va falloir quasiment être cohérent. Il va falloir vendre. Ou soit, vous décidez potentiellement de conserver, vous décidez de vous entendre. On demande au notaire de mettre quasiment ce terrain dans la carte de succession dans une SCI, et cette SCI, on va construire, si c'est un terrain quasiment constructible, on va avoir un constructeur, on va faire une opération immobilière dessus, et après chacun récupère ses billes, mais vous n'aurez rien. Et c'est là que des fois certaines opérations, quasiment certaines d'indivisions trouvent une issue favorable, parce que quand on commence à parler d'argent, on a tous un prix. On peut avoir tous les émotions, on a tous un prix. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je repense à ce que je disais sur la valeur de la tradition. Et c'est vrai qu'on voit des mouvements parce qu'on a voulu adopter la culture occidentale et finalement cadastrer certaines terres. Tu te retrouves avec des terres ancestrales où il y a des petits jeunes, à un moment, voilà, on a coupé on a divisé, j'ai ma part du terrain, de la concession familiale, je la vends. Un truc qui était inimaginable sur certaines régions de mon pays, mais bon. Non, j'allais dire, tu dis on a voulu adopter. Je crois qu'à un moment donné, les choses se sont imposées à nous, surtout à travers la colonisation. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que c'est ce genre d'initiative de la part des gouvernements est à souligner quand il y a une prise de conscience que un mode de fonctionnement administratif qui nous a été imposé à un moment donné et qui ne correspond pas du tout à nos critères, à nos codes, à nos fonctionnements. Quand on essaie de remettre du traditionnel dans la structure étatique, je crois que c'est à souligner. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui sur le continent dont il faut souligner les efforts par rapport à ça. Je cite toujours en exemple le Burkina Faso qui récemment justement expliqué que il fallait remettre au cœur du fonctionnement de l'organisation du pays les référents culturels ancestraux qui ont toute leur place, qui l'ont eu pendant des millénaires. Il n'y a pas de raison que sur la base d'une histoire qui a quelques siècles, en comparaison à la base d'une histoire de plusieurs millénaires, on fasse fi de ces référents qui ont toujours porté la société. Et donc c'est pour ça que j'apporte cette nuance. On n'a pas vraiment choisi ce modèle-là. Il nous a été imposé. Donc c'est important aujourd'hui de se dire qu'est-ce qu'on souhaite encore. Pour la société aux Antilles, c'est encore différent parce que on s'est construit dans une chimère quelque part entre nos références culturelles du continent et ce qui était en place dans l'administration coloniale qui a régi le système esclavagiste et par la suite la société. Donc on est comme un peu plus obligé d'essayer de composer avec ça et de s'y conformer, mais on voit bien que le manque de connaissances, quelque part, le manque d'expertise sur ces sujets nous coupe des opportunités que nous avons à faire fructifier un patrimoine qui a été souvent durement acquis par nos aînés. Donc, d'où l'intérêt de renforcer notre connaissance sur ce point. Justement, Ivanedj, à travers votre histoire, qui est la vôtre, est-ce que vous sentez cette notion aussi qui est un peu plus grande sur la notion de la conservation du patrimoine, tout en gardant, j'ai envie de dire, une paix, et en conservant une paix avec votre sœur, en continuant à conserver le patrimoine de votre père, ça va au-delà de ça. C'est aussi pour vos enfants, mais c'est aussi pour toute une communauté. Est-ce que ça, est-ce qu'on y pense, ça?
Ou est-ce qu'on est tellement dans son conflit qu'on se dit je vais la massacrer On en était quand même pas là. Mais c'est vrai que à la base on voulait conserver le patrimoine, surtout le garage de notre père, parce que il a galéré, si je puis dire, pour en arriver là. Donc du coup c'est un garage qui fonctionne très bien, donc on voulait le conserver pour lui, pour sa mémoire. Après il y a d'autres conflits avec des personnes intérieures qui font que maintenant on se pose la question de est-ce qu'on va pouvoir le garder ou pas, puisque ça va beaucoup plus loin que ça, hein. Finalement on pense qu'une fois qu'on hérite on est les héritiers puis on fait ce qu'on veut. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça quand il y a déjà une gérante en place, etc. On peut pas intervenir comme on veut tant qu'on n'a pas tous les documents, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est notre souhait à la base de conserver ces patrimoines, mais après il faut pouvoir le faire. Il est où ce garage? À Jarry, en Guadeloupe. Très intéressant. On appelle ça du reprenariat, mais ça c'est encore autre chose. Ah non, les opportunités là, c'est vrai que j'ai pas compris où tu voulais en venir. Tout de suite, effectivement, on voit encore un cas de figure, si tu veux, mais ça c'est encore un autre sujet. Parce qu'on parle d'opportunités de marché en ce moment. Excusez-moi, je vais pas spéculer sur malheureusement le décès de votre papa, mais aujourd'hui il y a des opportunités qui se créent pour reprendre certaines entreprises, si vous voulez. Et des gens me disent, mais c'est pas possible, il y a des entreprises qui fonctionnent, mais pourquoi on les récupère? Parce que parfois, il y a des gens qui partent à la retraite, ou parfois il y a des décès, et les héritières ne peuvent pas, ou n'ont pas envie de reprendre, parce qu'il y a une gérante, il y a des difficultés, et la société fonctionne, on la revend, on revend la société, tout simplement. Donc ça, c'est un cas de reprenariat. Mais ça, on en reparlera, c'est une autre émission. Oui? Puis il y a juste rebondir sur la partie purement entreprise, parce qu'effectivement, on a parlé des éléments en nom propre. Ceux qui ont leur entreprise, je leur dis tout le temps, comment ça se passe? Demain, tout s'arrête. Qui reprend? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quasiment les statuts ont été rédigés en ce sens? Est-ce que, entre guillemets, vos proches ont la connaissance peut-être potentiellement d'un testament ou d'un pacte d'associés? Qui sont vos actionnaires? Et quelles sont les décisions qui ont été encadrées dans tout ça? Est-ce demain, quand ce sont les enfants qui héritent notamment de la société, ils deviennent en leur qualité d'associés, est-ce qu'ils sont réellement protégés? Est-ce qu'entre guillemets, il y a une assurance qu'on appelle l'homme clé? Est-ce que c'est peut-être vous, en tant que chef d'entreprise, qui, par votre présence, par votre réseau ou votre expertise, fait vivre l'entreprise? Demain, vous n'êtes plus. Est-ce qu'il y a une assurance qui viendra compenser le manque d'activité par rapport à ça pour que la société puisse continuer à être quasiment valorisée? Et même les associés, est-ce qu'ils ont également assez de liquidité pour pouvoir récupérer l'ensemble et être confrontés des fois avec des associés qu'ils ne connaissent pas? Ça peut être un ami de la famille, un ami du gérant, mais qui vit à X endroit et qui ne connaissent pas les enfants. C'est important. Moi, je pars du postulat avec mes clients et c'est choquant. Et une fois qu'on a fini le rendez-vous, on a commencé à construire, j'ai dit, tu meurs tout de suite, il se passe quoi? Il dit, oui, mais Charles, c'est une réalité. Parce que dans les objectifs qui ont été évoqués, c'était pour pouvoir protéger mes proches, générer justement de la trésorerie, pour que mes enfants puissent partir, faire de bonnes écoles. Est-ce que vous avez pris les bonnes assurances rente éducative? C'est quoi ça? Si tu meurs, il y a une assurance qui va payer les frais de scolarité de ton enfant. Ah, mais je savais pas. Et c'est là, quand je parle de cette notion de connaissance de produits, les produits sont là. Mais aujourd'hui, malheureusement, certaines professions ont une démarche de vendre du produit et non réellement conseiller. Exactement. C'est pas pour me vanter des fleurs, mais je leur dis, moi, je pousse même mes clients d'abord travailler sur vos besoins. Et tous les produits qu'on va vous proposer, demandez à quoi ça répond, en quoi ça répond à mes besoins. Et si vous voyez, entre guillemets, que ça ne répond pas, c'est vous le produit. C'est que juste en train de vous vendre des produits que vous n'avez pas réellement besoin, parce qu'il y a une stratégie en place. Bref. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de cette notion d'indivision, dans l'inconscient, on parle toujours des terrains, des maisons, et des fois, je leur dis, il y a également l'entreprise qu'il faut pas négliger, parce que derrière l'entreprise, il y a des salariés. Et une fois que l'entreprise meurt, les salariés deviennent quoi? Donc, par rapport à la volonté, et ça, je fais cette discrétion parce que je connais le sujet, il y a la volonté de conserver quasiment les salariés, leur apporter un confort, leur apporter un plan de vie, un schéma de vie, parce que ils ont tous contribué à la réussite de l'entreprise. Et c'est une dimension, des fois, les gens n'ont pas. Elle fait référence à la valeur, c'est-à-dire le travail, l'effort fourni pendant plusieurs décennies parfois, que les héritiers se retrouvent avec cette charge presque très lourde de devoir décider ce qui va se passer, et symboliquement, au-delà d'une entreprise qui peut être prospère
ou pas forcément d'ailleurs, mais il y a la charge, la symbolique. Et donc, d'où l'intérêt d'anticiper, de testamenter et de parler de la mort. Et alors là, je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs qu'il n'existe jusqu'à présent aucune étude scientifique qui dit que parler de la mort précipite sa propre mort. Donc, vraiment, c'est une invitation à en parler, à lever, puisqu'on est ici au funérailles des tabous, à lever ce tabou en famille. J'invite vraiment, parlez-en. Parlons de notre mort, de notre finitude. C'est quelque chose qui est tout à fait logique. Et inspirons-nous de nos propres cultures sur le continent africain. Souvent, on est encore dans ce principe de réalité. On vit, on meurt. La mort fait partie de l'existence. Et donc, parlons-en parce que il vaut mieux, on le voit bien, anticiper ces situations-là plutôt que de ne pas en parler et de laisser aux héritiers la charge très lourde de devoir auto-gérer un héritage qui parfois porte le poids de plusieurs générations au-dessus. Et c'est, je pense, ce qui amène autant de pression et autant de guerres d'ego et donc autant de conflits autour de la question des indivisions et du partage. Donc, anticiper, c'est prévenir ce genre de choses. Alors, pour aller à la fin de l'émission, on va parler de réponses par rapport à tout cela. Donc, prévoyance, gestion, communication. Qu'est-ce qu'il y aurait comme réponse à cela? Quelles sont les solutions pour ça? On va dire, c'est derrière la start-up, notamment Oprea, j'ai décidé pour expliquer comment la réflexion de start-up a été créée. On va dire, durant le Covid, j'ai perdu des clients, j'ai perdu des proches. Les enfants de mes clients m'appellent, papa avait quasiment des assurances vie, avait du patrimoine. Par contre, Charles, on sait pas où ils sont. On sait qu'il avait investi dans différents endroits avec toi. On n'a pas d'historique. Dans ma famille, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est quand j'ai perdu un de mes oncles, où moi je suis originaire de la Guadeloupe et 6 ans de Marie-Galante, on a quasiment, on va dire, 35 minutes de bateau. Les enfants n'ont pas voulu faire quasiment cette traversée. En sachant qu'à Marie-Galante, il y a une sépulture familiale qui remonte sur plusieurs générations. Moi, à mon niveau, j'ai toujours dit à mes proches, demain je décède, je vais rentrer chez moi. Je l'ai verbalisé. Aujourd'hui, combien d'ultramarins, et pas que, sont peut-être nés dans leur pays d'origine, sont partis peut-être travailler, développer leur vie autre part, mais ils n'ont jamais évoqué ces sujets. Quand la mort arrive, c'est comment on fait? On ouvre une cagnotte litchi, on fait comment pour les funérailles? Aujourd'hui, la solution, c'est créer Oprea. Dans Oprea, on va retrouver est-ce qu'il y a des enfants, celui qui détient le carnet, est-ce qu'il y a des enfants connus, non reconnus? Ça permet également de mettre en lumière, si vous savez déjà que les enfants ne sont pas reconnus et vous étiez protégés, quasiment privilégiés certains, mettez en place, allez voir un professionnel pour faire l'ensemble. Mais un principe, on contacte qui? Si demain, il vous arrive quelque chose, est-ce que c'est une personne physique? C'est un ami, un cousin, un frère, une sœur qui connaît, qui sait où se trouvent les documents? Ou sinon, est-ce que c'est un professionnel, un notaire? Au fur et à mesure, et un élément qui est très important, parce que tout est important, mais il y a la partie mandat de protection anticipée. C'est un élément qu'on n'évoque pas. Demain, je grossis le trait, je dis, vous perdez la tête. Qui prendra la responsabilité juridique pour vous? Tout à fait. Vous êtes Alzheimer. On sait que l'Alzheimer commence à arriver. Comment ça anticiper? Et ça, régulièrement, j'ai un cas précis. J'ai un client qui était chrétien. Il s'est converti à l'islam. Et quand on évoquait justement cette action, je lui dis, mais dans le parcours client, je dis, tu souhaites être enterré où, civil, religieux? Il me dit, Charles, écoute-moi, je veux pas être enterré avec le rite musulman. Moi, je veux être enterré, faire ma veillée et partir aux Antilles. Je dis, mais pourquoi tu l'as pas dit à ta famille? Il dit, non, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis converti, mais moi, ça me fait peur. Moi, je veux avoir cette discussion. Ouais, ça me fait peur d'avoir cette discussion parce que mes enfants, ils sont musulmans, voilà. Mais moi, j'ai été converti, mais je peux pas avoir cet échange. Donc, on a dû mettre en place quasiment un testament qui explique quasiment toutes les volontés et on a notifié le notaire. On a dit à la famille lors du décès, allez voir immédiatement le notaire pour ouvrir quasiment certaines informations parce que ils sont pas prêts, en fait. Ils sont pas prêts. Et sur ces schémas-là, il y a plein d'autres. Il y a un parcours client sur la partie entreprise, la partie personnelle, la partie des enfants. Vous êtes en couple, et là on l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez un statut, vous êtes paxé. Je leur dis, mais le pax n'a aucune valeur matrimoniale. Faites un testament. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, clients, qui se disent, bon, on achète ensemble, on veut pas passer le step mariage, on se paxe, on achète ensemble.
On les retrouve toutes ces infos parce que je sens que ça a l'air assez c'est une super solution, mais on les retrouve. La solution, c'est quasiment Oprea. On va juste sur le site Oprea, ils commandent leur carnet. Il y a un carnet quasiment complet avec un parcours client, soit version papier, soit version digitale. Super. Parce que derrière Oprea, j'ai quasiment, pour l'instant, j'ai 6 études de notaires aujourd'hui qui travaillent avec moi pour accompagner après coup avec leurs spécificités, droit des entreprises, droit de la famille et certains sujets de succession aux Antilles qui sont pour l'instant simples à la lecture ne sont pas traités forcément en Ta web. cible principale, c'est les Antilles, c'est ça? Non, pas du tout. Je commence à étendre sur différentes communautés parce que là, je l'ai sur Saint-Martin, version anglaise et version espagnole. Le Cameroun, c'est on va dire le pays de cœur où il y a de grandes problématiques parce que j'ai beaucoup de clients camerounais qui sont aujourd'hui, les enfants sont jamais allés au Cameroun, ils ont été confrontés à quasiment chef de famille au chef de village, qui leur dit non, c'est pas la maison de ton père ça va pas se passer comme ça. Tu vas pas récupérer et voir le vendre. Retourne en France, et c'est un cas concret, retourne en France, gérer le patrimoine de ton père en France. Celui qui est au Cameroun, laisse-nous le gérer en famille. Et si demain tu veux t'installer, construire elle sera toujours là. Et il faut être prêt. Et c'est ça que moi, aujourd'hui, je suis en train de le pousser pour identifier chaque pays, chaque dispositif. Parce que je prends l'exemple, Comores, société matriarcale, ce sont entre guillemets, c'est les femmes qui vont hériter. Ça va très loin. Et justement, Oprea a vocation à trouver des solutions sur ces sujets. La mort touche tout le monde. Les conflits touchent tout le monde. Le manque de dialogue des fois dans des fratries. On ne sait pas quel est le fil conducteur. Et moi, quand j'ai construit notamment Oprea, j'ai dû faire appel à une psychologue et une sociologue pour avoir le bon fil conducteur, pour que chaque personne qui détient son carnet soit à l'aise pour discuter avec ses parents, pour se protéger soi, ou ceux qui ont des enfants se disent pour que ne pas alerter les enfants, avant également un même fil conducteur avec énormément de bienveillance pour comprendre étape par étape ce qu'il faut faire. Donc Antilles, Saint-Martin, Cameroun, Bénin peut-être. Bénin, parce que au Bénin c'est quasiment le même fonctionnement sur le plan successoral que la France. Donc c'est à certaines subtilités près. Après, ça rentre dans d'autres considérations également très spirituelles aussi, qu'on est en train de regarder comment le modéliser pour que celui qui est béninois, qui a du terrain en Bénin, n'aille pas avec quasiment sa posture, en prenant en compte l'aspect spirituel, l'aspect culturel également. Et moi, mon travail, c'est ça, c'est d'aller chercher l'information, décortiquer et apporter des solutions pour la préservation et la cohésion des familles. Ah, mon Bénin bien-aimé. Ah, mon Bénin que j'aime. Quand le terrain doit être là, on doit vous dire non, le touche pas. L'esprit est encore là. L'esprit y habite encore. L'esprit y habite encore. Là, attends un peu. Mais effectivement, il y a une grosse notion, j'imagine, spirituelle. Après, pour finir, on n'a pas parlé aussi parce que j'ai eu un cas de figure comme ça aux Antilles, où on a voulu faire appel à un notaire en France. Limite, il nous a raccroché dessus, quoi. Il n'a pas voulu du tout prendre le dossier en disant succession ou terrain aux Antilles, négatif. Indivision aux Antilles, j'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça cette réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a des successions qui n'ont pas été ouvertes sur 4-5 générations. Oui, il fait comprendre les arrière-grands-parents qui avaient peut-être du terrain. Il faut déjà se dire, est-ce que c'est le grand-père, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père qui avait acheté ou les deux? Donc, est-ce que les deux successions étaient ouvertes? Ils ont eu des enfants. Donc, le terrain, entre guillemets, faut devoir retrouver tout le monde, avoir les accords de tout le monde. Ensuite, on redescend d'une génération. Les grands-parents. Juste, moi, du côté de ma mère, ils sont 12. 12. Et parfois, il y a 10 différents enfants. Et savoir, est-ce que les 12 sont en vie? Qu'est-ce qu'ils ont, entre guillemets, est-ce qu'il y avait des prédispositions qui avaient été mises en place? Et au fur et à mesure, je leur dis, n'oubliez pas, le notaire, c'est un chef d'entreprise. Imaginez-vous prendre un dossier, vous savez que vous n'allez pas gagner de l'argent tout de suite, vous avez vos réalités financières, les gens ne se parlent pas, on doit faire appel à un généalogiste, le temps que le généalogiste trouve l'ensemble entre guillemets des héritiers, et si d'aventure il y a ceux qui sont décédés, ça se finit pas. Donc, pour ça que quand je parle de certains dossiers, notamment aux Antilles, qu'on récupère, parce qu'il y a une réalité, je vais le dire ainsi, il y a certains notaires, malheureusement, je sais pas, qui sont pas professionnels, comme ils savent qu'ils sont très peu nombreux sur le territoire, ils peuvent se permettre certaines choses, certaines diligences. Aujourd'hui, c'est que certains dossiers, dès que la lecture est notamment simple, la succession a été ouverte en temps et en heure, les héritiers pour l'instant ne s'entendent pas, la lecture est simple, ok, on le laisse prend. De côté. Non, mais pas, on le prend, on le gère depuis Paris, directement. Parce qu'il y a cette réalité également sur le terrain. Et
sans faire langue de bois, effectivement, certains notaires, je ne dirais pas tous, ne bougent pas, n'ont pas forcément le même professionnalisme. Je vais plus le dire ainsi. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi, j'ai pris le parti pris de travailler avec certains notaires. On s'apprécie, on sait, entre guillemets, gérer certains dossiers. Eux, ils m'apportent leur perception d'un dossier clair. Au moins, je leur dis, avant d'aller voir le notaire, voilà les informations. Et quand le notaire, entre guillemets, prend le dossier, il peut y apporter toute son expertise. Et ça permet de fluidifier certaines choses. Très bien. Alors, pour finir, Ivanej, qu'est-ce que tu peux nous dire comme mot de la fin par rapport à tout ce qui a été dit? Effectivement, tu nous as livré un peu un pan de ta vie avec ta sœur, cet héritage, le papa qui avait donné un appartement à ta petite sœur. Aujourd'hui, on a appris aussi qu'il y avait une société qui était là. Et on a aussi compris que vous allez vers une amélioration de la relation avec ta sœur. Est-ce que tu peux nous dire quel avenir pour toi proche et les tiens par rapport à cette succession, par rapport à cet héritage? Comment ça va devenir? Alors, je pense que déjà, dans un premier temps, la communication, c'est hyper important. Je m'en suis vraiment rendu compte avec, malheureusement, cette histoire, ce décès. Ça va certainement nous permettre de nous rapprocher, ce qui est vraiment, je trouve magnifique, malgré l'événement tragique. Et je pense qu'il faut être accompagné quand même par des professionnels. Absolument. Voilà. Ce qui a été votre cas. Ce qui a été mon cas. Donc, je suis accompagnée par Charles, qui m'a été recommandé par un ami. Si j'avais pas été accompagnée par Charles, je pense que j'aurais tout lâché, quoi. Franchement, honnêtement, dès que j'ai une question, dès que j'ai une interrogation, sur quel que soit le sujet, Charles, il fait appel à son réseau, il m'envoie les réponses, et on avance comme ça petit à petit. Et ça permet d'être plus serein, et puis de pouvoir aussi vivre son deuil, un peu plus en paix. Très concentré sur le... Très bien. Christian? Ouais, non, mais j'ai adoré notre discussion. On a parcouru un sujet et un tabou pas facile. J'ai une relation avec la mort qui, j'en parle assez facilement. Et ça m'arrive de dire, je suis mort. Et de se dire que je suis déjà mort donne plus de sens à ma vie. Et donc je peux faire des choses, je peux être beaucoup plus aligné, j'ai plus de pression en fait. Mais c'est clair que c'est des choses qui se préparent et je suis ravi de voir des initiatives comme la tienne qui permettent finalement non seulement d'accompagner mais d'informer. Et là, je pense qu'on a mis en lumière pas mal de solutions et d'opportunités. Jessica William? Effectivement, je trouve que c'est très intéressant tout ce dont on a débattu. Il y a des tabous, comme tu le soulignes, et j'y vois là l'opportunité pour notre communauté de sortir de schémas qui parfois nous freinent, qui sont transgénérationnels, à savoir cette difficulté que nous avons eue du fait de notre histoire à nous projeter sur la transmission de notre patrimoine sur plusieurs générations. Préparer la transmission, c'est garantir à ce que ce patrimoine puisse se pérenniser dans le temps. Et on voit bien à quel point, malheureusement, quand on n'a pas suffisamment préparé ce temps de la transmission, le patrimoine qu'on a parfois eu du mal à construire ou qui vient d'une ou deux générations avant nous, va se dilapider, va mourir, à cause d'un manque de dialogue, de communication et d'anticipation. Donc finalement, anticiper, c'est quelque part réparer les blessures que l'histoire nous a imposées. C'est là-dessus que je conclue. Merci beaucoup. Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission qui, je l'espère, vous aura éclairé sur la vie, mais on a aussi su parler de la mort, l'héritage, on a parlé de succession, on a parlé d'argent, on a parlé aussi de joie. Et j'espère que tout cela vous fera prendre conscience qu'il faut dès maintenant, que l'on soit jeune ou moins jeune, pouvoir transmettre, pouvoir se projeter aussi pour cette transmission familiale, mais aussi cette transmission dans la communauté. Voilà, donc nous, les Funérailles des Tabous, on a été heureux de parler de ce sujet. Je vous invite, si vous avez apprécié, donc à liker, à vous abonner aussi à notre chaîne. Et quoi dire de plus? Non, faites attention et prenez soin de votre avenir. Faites attention, prenez soin déjà de votre vie. Et à l'avenir, on sera tous avec vous et on vous donnera tous les conseils qu'il faut. Merci à vous tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Et si une seule journée
pouvait transformer ta trajectoire. Je repars de là très satisfaite et j'incite tout le monde à venir le faire. Le 4 octobre 2025, des experts reconnus seront réunis pour te transmettre les clés concrètes de l'enrichissement. Je suis reparti avec beaucoup plus que ce que je souhaitais recevoir. C'était au-delà, honnêtement, de mes espérances. Il y a un vrai shoot de motivation. Tous les intervenants hyper quali. J'ai beaucoup appris. Le prochain événement, on y sera. Avec l'immobilier, la bourse, la crypto, je pense que c'était riche et tout le monde pouvait se retrouver à travers les différents domaines qui ont été présentés aujourd'hui. Ils l'ont vécu, leur vie a changé. À ton tour de vivre cette expérience unique. C'est des clés vraiment pour déstructurer les blocages. Les piliers de l'enrichissement, le 4 octobre 2025. Une journée, un déclic, un nouveau départ. Merci beaucoup parce que vous avez tué les tabous. À refaire, mais à 10 000%. Je pense vraiment que ceux qui ne sont pas venus, vous avez raté quelque chose. Si c'était même à refaire et à payer plus cher, je le ferais. Inscris-toi dès maintenant en cliquant sur le lien. Les places sont limitées.